Bonjour à tous et bienvenue sur Force Naturelle. Force Naturelle, c'est la chaîne YouTube française où l'on parle de santé holistique et où l'on voit ensemble les grands principes du vivant. Ces grands principes, justement, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de les perdre et cela est très malheureux car ils pourraient nous permettre, je le pense toujours, de répondre à beaucoup de problématiques modernes. En parlant de problématiques, de principes, de savoir, aujourd'hui nous allons voir un outil que tout le monde possède, un outil super important mais qui est tout aussi super négligé. Cet outil nous permet de gérer nos émotions, il nous permet de contrôler d'une certaine manière nos capacités physiques, notre mental, il nous permet de performer, il nous permet d'augmenter nos capacités physiques, il nous permet de nous détoxifier et ce de manière assez rapide. Cet outil, je pense que vous l'aurez deviné, c'est la respiration. D'ailleurs, est-ce que vous saviez par exemple qu'un humain en moyenne respire 25 000 fois par jour? C'est un chiffre assez impressionnant. Et lorsque l'on respire autant de fois, durant tous les jours, durant toute sa vie, je pense que bien respirer doit être quelque chose qui doit être vraiment mis en avant, et ce, même jusqu'à devenir un véritable art. Nos ancêtres, justement, avaient bien compris l'importance de bien respirer. Je ne vais pas beaucoup parler ici de nos ancêtres européens, mais plutôt des anciennes civilisations orientales. Tout simplement car nous avons plus d'écrits à ce sujet qui proviennent de ces contrées. Alors, on peut déjà évoquer les arts martiaux, donc plus les arts martiaux orientaux, bien que les arts martiaux européens intègrent tout autant cette notion. Les arts martiaux avaient bien compris l'importance de la respiration. Et justement, lorsqu'on pratique un art martial, on est obligé d'avoir cet accent, cette synchronisation totale entre le corps physique, le mental, c'est-à-dire la volonté, qui se fait par le biais de la respiration. La respiration va amener un rythme, un contrôle, etc. Mais j'aimerais plutôt maintenant parler du yoga et approfondir un petit peu ce sujet ici. Le yoga, vous le savez, c'est quelque chose, c'est un art, c'est une pratique qui est plurimillénaire, qui nous vient de l'Inde et qui a fait de la respiration toute une science complète. On appelle cette science le pranayama. C'est une des 8 branches du yoga et cette dernière est entièrement consacrée à la respiration, au fait de bien respirer. Il y a donc des êtres humains qui avaient bien compris le corps humain et son fonctionnement interne il y a plusieurs milliers d'années. Et cela sans tous les outils scientifiques que nous possédons aujourd'hui. Je trouve que cela est absolument bluffant. Et plus récemment, en ce qui concerne la respiration, on peut évoquer The Iceman, qui s'appelle Wim Hof. Il est néerlandais, il me semble, et c'est vraiment lui qui a popularisé la respiration, le fait de bien respirer, la respiration consciente, les exercices de respiration dans certains climats, dans le froid et tout cela. Et il a fait un travail extraordinaire ces dernières années. Et il a, je pense, aidé des milliers, peut-être même des centaines de milliers et plusieurs millions de personnes. C'est possible. Il faut savoir que son travail s'inspire du yoga Tummo, il me semble. Mais voilà, c'est vraiment extraordinaire ce qu'il a réussi à faire. La respiration, c'est donc quelque chose qui a été longuement étudié, pratiqué et compris. Et ce, depuis plusieurs milliers d'années. En Europe, ce savoir a été carrément, on peut le dire, oublié au cours des derniers siècles. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation et justement grâce à des personnages comme Wim Hof, la respiration redevient un sujet populaire, si l'on pourrait dire, et cela est très bien.
Mais on peut encore voir que énormément de personnes respirent mal, ne savent même pas comment bien respirer et pourquoi bien respirer. Ce n'est pas quelque chose qui est enseigné à l'école et je pense que, au contraire, cela devrait l'être. Posez-vous la question, combien de personnes ne respirent pas par le nez mais en permanence par la bouche? Combien de personnes n'engagent pas leurs muscles respiratoires lorsqu'ils vont respirer? Donc les muscles respiratoires, nous allons le voir plus tard. On peut citer en particulier le diaphragme et les muscles intercostaux. Une autre question que l'on pourrait poser, c'est que font les gouvernements et les autorités compétentes en matière de santé à ce sujet? Eh bien moi je pense que au lieu d'améliorer la situation et d'éduquer les personnes, elles rendent la situation catastrophique. La dernière crise sanitaire que nous avons connue met bien en évidence ce fait. À la place d'apprendre aux gens comment bien respirer et pourquoi le faire, on nous préconise de mettre un masque toute la journée et de se rentrer des tiges dans les conduits nasaux en les abîmant. Et tout ça, je pense vraiment que ce n'est pas la solution. Mais cela n'engage que moi. Ce que je pense toujours, je vais continuer dans ma réflexion, c'est que eux ont raison et c'est vous qui avez tort. Eux, ils continuent à s'enrichir et à être au pouvoir, alors que vous perdez votre pouvoir, votre argent et votre bien le plus précieux, à savoir votre santé. Mais nous n'allons pas nous morfondre et nous plaindre, mais plutôt, comme cela devient une habitude sur cette chaîne maintenant, je vais vous inviter à prendre les choses en main, à être proactif, à devenir les acteurs de votre santé. Et pour cela, ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit. Alors dans cette vidéo, nous allons maintenant parler du plan. Nous allons voir dans une première partie l'importance de bien respirer. Pourquoi il faut bien respirer. La deuxième partie, quant à elle, sera consacrée à la pratique. Nous allons voir des techniques et vraiment comment bien respirer en fait. Nous allons répondre à cette question. Enfin, la troisième partie va nous servir à aller un peu plus loin. Nous allons voir ensemble plusieurs outils, une approche un peu plus subtile de la respiration. Et voilà, je pense que ça fera déjà une bonne vidéo qui va vous permettre d'appréhender la respiration sous un nouvel œil et de vous mettre à pratiquer. Allez, c'est parti! Comme nous l'avons vu dans l'introduction de cette vidéo, nous respirons en moyenne 25 000 fois par jour. C'est un chiffre impressionnant. Et je ne sais pas vous, mais moi, si je dois réaliser une même action 25 000 fois dans la journée durant le reste de ma vie, j'aimerais plutôt savoir maîtriser et bien faire cette action. Et en particulier si cette action me permet d'être en bonne santé, de bonne humeur et d'agir sur mon état mental, spirituel, énergétique et tout ça. Donc pourquoi bien respirer? La respiration, tout d'abord nous pouvons dire que la respiration va être notre première façon de nous nourrir. En effet, l'oxygène va être notre première nourriture. On peut rester plusieurs jours, même plusieurs semaines sans manger. Certaines personnes ont déjà démontré qu'il est possible de rester plusieurs jours sans boire. Mais en ce qui concerne la respiration, ce n'est qu'une affaire de minutes. Je crois que le record du monde en apnée, donc sans respirer, est de un peu plus de 12 minutes. C'est une performance super impressionnante au passage, mais ça montre vraiment que nous sommes très dépendants de cet oxygène. Cet oxygène, ce sont les poumons, donc les poumons on peut qualifier les poumons d'organes de la respiration, ce sont les poumons qui vont nous les apporter dans le sang. Et on peut dire que l'oxygène est la première nourriture, la nourriture même de nos cellules. Car c'est avec l'oxygène
que se fait l'ATP, la molécule de l'énergie et tout ça. Mais cela peut être le sujet d'une autre vidéo et je ne vais pas m'attarder ici. Mis à part cet apport en oxygène, les poumons ont également pour fonction de faire sortir de l'air hors du corps. Donc c'est donc la deuxième phase de la respiration, l'expiration. L'expiration, elle va servir à chasser hors du corps du gaz, donc principalement du CO2 et des déchets en fait. On dit en naturopathie que les poumons sont un émonctoire, c'est-à-dire un organe qui va servir à détoxifier le corps, à sortir les déchets hors du corps. Et il est admis que 80% des déchets volatiles sont expulsés lors de la respiration, ce qui en fait vraiment un outil privilégié pour se détoxifier et pour être en santé tout simplement. Donc nous avons vu la respiration en soi, donc directement elle nous apporte de l'oxygène, elle fait sortir du CO2 et d'autres gaz bien entendu. Mais la respiration va avoir d'autres fonctions. Elle peut également, donc, par une action mécanique cette fois, elle va masser nos organes, donc principalement avec le diaphragme et les muscles abdominaux profonds, on va avoir un massage des organes du bas-ventre. Donc ça va être principalement la sphère digestive, les organes sexuels, voilà, principalement ça va être ça. Donc à chaque fois qu'on va respirer, si on le fait de manière correcte, en engageant ces muscles, cela va nous permettre d'effectuer un massage de ces organes. Donc on a du mouvement. Le diaphragme, les abdominaux et tout ça, ils vont appuyer sur ces organes. Ils vont d'une part donc appuyer sur ces organes, ce qui va permettre de les écraser et donc de faire sortir du sang qu'on qualifie de sang vicié, donc du sang chargé en déchets en fait. Et ensuite, lorsqu'il y a donc une dépression, ces organes vont être rechargés en sang nouveau. Et en sang nouveau qui va être chargé de bons nutriments, donc d'oxygène et d'autres nutriments qui va servir à les nourrir. Donc par une action purement mécanique, la respiration va permettre de masser ces organes. Donc ça va agir sur toute la sphère digestive et donc sur tout l'organisme en fait. Enfin, quelque chose qui est assez méconnu, c'est le fait que la respiration est la seule porte d'entrée que nous ayons pour agir sur notre système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est en fait tous les processus physiologiques inconscients qui vont se dérouler dans le corps. Donc inconscients, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas nécessiter notre conscience, notre volonté pour se faire. On peut citer par exemple le battement du cœur, la digestion et tout ça. Ce sont des processus inconscients. Et heureusement que nous n'avons pas à les conscientiser, car nous ne ferions que ça de notre journée. Et encore, je pense qu'on le ferait mal. Mais voilà, la respiration, c'est un processus qui est à la fois conscient et inconscient. On respire quand on n'y pense pas, mais on peut y apporter notre conscience et donc modifier d'une part la respiration, ce qui va avoir pour incidence de modifier tout notre système nerveux autonome, ou une grande partie si je peux me permettre. Voilà pourquoi la respiration est vraiment quelque chose, moi je dis souvent que la respiration c'est un super pouvoir, car c'est le seul outil que nous ayons qui nous permet vraiment d'agir en profondeur sur notre physiologie. On peut par exemple, par la respiration, on peut soit entrer dans un état de relaxation profonde, de sérénité, de paix intérieure, de détente, ou où nous pouvons, au contraire, s'exciter, aller dans un état d'action. On peut sécréter de l'adrénaline, on peut aller jusqu'à augmenter les battements de notre cœur. Mais tout cela que par la respiration. On ne peut pas se dire, par exemple, ouais, il faut que je sécrète de l'adrénaline, allez, c'est parti. Il faut que j'augmente mon rythme cardiaque. Non, justement, on peut le faire, mais uniquement par le biais de la respiration.
Et nous allons voir tout cela dans la suite de cette vidéo et aussi dans d'autres vidéos. Et voilà, retenez que la respiration, c'est quelque chose qui va nous permettre d'agir sur notre système nerveux autonome. Par exemple, on peut citer le stress, c'est quelque chose dont on parle énormément aujourd'hui. Une situation stressante va avoir pour conséquence de nous mettre en état de fuite, de combat ou de freeze en anglais, donc de blocage. Donc on va retenir la fuite et le combat. Ce sont des processus de survie pure en fait qui sont hérités de nos ancêtres, qui font partie de notre patrimoine génétique et qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Mais actuellement, dans la vie moderne, en fait, on a énormément de stimulus que l'on n'avait pas avant. Et ces stimulus sont pour la plupart du temps très stressants pour notre organisme. Et notre organisme ne fait pas la différence entre, par exemple, un tigre à dents de sabre de presque 2 mètres de haut qui se trouve en face de nous, ou de notre patron ou un collègue qui vient nous disputer en fait. Le cerveau ne fait pas la différence. Pour lui, il y a un stress, il y a fuite ou combat. Donc il va mettre toute une cascade en fait de processus biochimiques et tout ça en route qui va justement faire sécréter beaucoup d'adrénaline, faire monter le sang dans les muscles périphériques pour justement aller en action au profit des organes par exemple. Donc on a justement la digestion qui va être coupée et tout cela. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on entre dans un état d'action. Et la respiration, justement, elle va nous permettre, si on le conscientise, si on ajoute de la volonté dessus, elle va nous permettre de gérer cette situation. Elle va nous permettre de nous calmer, s'il le faut. Elle va peut-être pouvoir nous permettre de nous dynamiser, s'il faut que l'on court vraiment ou que l'on se batte vraiment, pardon. Mais là, on va prendre l'exemple de se détendre. Donc, par la respiration, on peut calmer la situation et justement gérer cette situation stressante et s'adapter. Et aller dans un état de paix, de sérénité, de calme et de détente. Voilà pourquoi en fait je dis que c'est un super pouvoir. C'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de gérer notre vie. Dit tout simplement en fait. Elle va nous permettre de gérer nos émotions, nos performances, notre état physique, mental. Et c'est vraiment quelque chose de formidable. C'est pour ça que personnellement j'y apporte une grande importance. Et je pense que, par exemple, on a pris l'exemple du yoga avant, que certaines cultures en ont fait une véritable science, un véritable art. Car c'est, encore une fois, quelque chose qui se rapproche du super pouvoir. Mais justement, pour gérer, développer ce super pouvoir, le maîtriser, l'adopter, il faut pouvoir bien le faire. Il faut pouvoir le comprendre. Et nous allons voir cela dans la deuxième partie de cette vidéo. Comme nous l'avons vu, la respiration, c'est quelque chose qui est super important. C'est quelque chose que nous pouvons maîtriser, que nous devons même maîtriser, et quelque chose qui, si elle est bien faite, va nous apporter beaucoup d'avantages. Voilà pourquoi, pour bien respirer, il est important de connaître et de respecter plusieurs grands principes. Et c'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie. Tout d'abord, donc le meilleur conseil en fait que je peux vous donner dans cette vidéo, et je pense même dans toutes les vidéos que je ferai, c'est de respirer par le nez. Arrêtez de respirer par la bouche, cela ne sert à rien et cela est même dommageable. Dites-vous que votre bouche est là pour parler et pour manger et que votre nez est là pour respirer. En effet, le nez, c'est un organe très intéressant qu'il faut utiliser bien sûr. Il va permettre, par exemple, ses grandes fonctions vont être de réchauffer ou de refroidir l'air inspiré, de l'humidifier ou de le sécher, de le filtrer également. Donc on a plein de petits cils dans le nez qui permettent de filtrer l'air inspiré.
chose qui ne se fait pas lorsque l'on respire par la bouche. Le nez va aussi, via le nerf olfactif, va nous permettre de nous renseigner sur la nature de l'air inspiré, de renseigner le cerveau sur cet air, de savoir s'il est bon pour nous ou plutôt mauvais. Le nez, c'est aussi c'est un organe qui est relié à divers canaux que l'on appelle sinus. Les sinus, ce sont des canaux qui sont situés dans notre visage, donc principalement derrière le front, mais également au niveau des maxillaires et tout ça. Les sinus vont avoir pour une de leurs principales fonctions de sécréter un certain gaz que l'on appelle NO2, il me semble, ou dioxyde d'azote. Et ce gaz en question, il est sécrété lorsque il y a de l'air qui arrive dans les sinus. Et quelle est la fonction de ce gaz? La fonction de ce gaz va être de dilater les bronches, au contact de l'air inspiré. Et ces bronches dilatées vont donc faciliter en fait l'apport d'oxygène dans le sang. Donc, dit plus simplement, respirer par le nez va engager les sinus qui vont sécréter du dioxyde d'azote qui va dilater les bronches et donc permettre tout simplement une meilleure assimilation de l'oxygène. Nous pouvons aussi parler des peuples autochtones ou les peuples que nous pouvons qualifier de peuples premiers. Eux, ils respirent bien évidemment en permanence par le nez. Et on peut voir que plusieurs études d'ailleurs ont montré que cela avait un impact certain sur le développement non seulement du corps, mais en particulier du visage. Donc on sait que l'alimentation de ces peuples joue un grand rôle dans la forme du visage, dans la dentition aussi. Donc là, on peut penser aux travaux assez vieux d'ailleurs de Weston Price. Il avait mis en évidence que la nourriture, le mode d'alimentation des peuples dits autochtones avait une énorme influence sur la forme du visage et en particulier de la dentition. Et il a montré que dès que ces peuples s'alimentaient de la façon des Occidentaux, eh bien les générations suivantes avaient une dentition tout aussi mauvaise en fait que les Européens, à savoir des caries, des dents une sur l'autre et tout ça. Alors que de base, ces peuples, ces populations avaient une dentition parfaite en fait, une grande mâchoire et tout ça. Et on a observé donc que l'alimentation réduisait en fait la taille de la mâchoire, donnait un visage plus petit, une dentition plus médiocre en fait. Et donc non seulement l'alimentation a un rôle là-dessus, mais aussi la respiration. En effet, plusieurs études un peu plus récentes cette fois ont montré que respirer par le nez servait au développement de la mâchoire, au développement du visage. On a ainsi des enfants, surtout lorsque les enfants respirent plus par le nez, eh bien ils ont une meilleure dentition, une plus grande mâchoire qui permet une meilleure dentition, un visage plus développé en fait, à la place d'avoir un visage resserré et atrophié. Et tout ça uniquement en respirant par le nez. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez important. Voilà, donc le nez, c'est respirer par le nez, c'est vraiment, je vous dis, le meilleur conseil que je puisse vous donner. Alors maintenant qu'on a vu ça, on peut parler de la respiration complète. Alors tout d'abord, je pense qu'il est important de préciser que la respiration, c'est un processus en 2 temps. Nous avons l'inspiration et l'expiration. Ça peut sembler assez évident, mais je pense que c'est utile de le préciser, car lorsque l'on pense à une respiration, on visualise simplement l'inspiration, à savoir, mais il y a aussi le ou plutôt par le nez. Et c'est un processus qui est tout aussi, même peut-être plus important, mais on va y revenir un peu plus tard. Alors la respiration, on pense souvent que c'est un acte passif parce que c'est inconscient, mais non.
la respiration, c'est un acte qui est plutôt actif. Actif dans le sens qu'il va recruter plusieurs muscles respiratoires. Ces muscles, aujourd'hui, beaucoup de personnes les ont oubliés et ne les utilisent pas. Donc, pour les citer assez rapidement, les principaux muscles respiratoires sont le diaphragme. Donc, le diaphragme, c'est une sorte de coupole, en fait, une membrane, une plaque, si vous voulez, musculo-tendineuse, qui va s'abaisser lors de l'inspiration et remonter lors de l'expiration. Le diaphragme, c'est un muscle qui est inconscient et conscient. Donc, comme la respiration, si vous l'avez retenu, c'est quelque chose à la fois d'inconscient et de conscient. Et le diaphragme, on peut dire que c'est le principal muscle respiratoire. C'est un muscle strié et squelettique, donc au même titre que le biceps par exemple. Et ce n'est pas un muscle mou, au même titre qu'un organe interne par exemple. On peut ensuite parler des muscles abdominaux. Donc les muscles abdominaux, en particulier les abdominaux profonds, vont aussi faire partie des principaux muscles respiratoires. Ils vont se resserrer lors de l'expiration, se contracter, et se détendre lors de l'inspiration. On peut ensuite remonter et parler de la cage thoracique. Donc les principaux muscles qui vont gérer la cage thoracique, ça va être les muscles intercostaux. Ils sont donc un sur l'autre, si on pourrait dire, et entre chaque côte. À l'inspiration, ils vont permettre d'ouvrir la cage. Et à l'expiration, donc des autres muscles intercostaux vont permettre de la resserrer. Et enfin, on peut parler des muscles scalènes, donc des muscles du cou qui vont en fait permettre de lever la première côte lors de l'inspiration et de la faire redescendre lors de l'expiration. Voilà, ceux-là, ce sont les principaux muscles respiratoires. Donc maintenant que nous les avons vus, que nous en avons parlé, nous pouvons parler des différentes phases de la respiration. Donc on va commencer par l'inspiration, parce que ça va être plus facile dans notre explication tout simplement. Lors de l'inspiration, nous avons donc le diaphragme qui descend. Il va masser les organes internes, il va les pousser lors de l'inspiration. Les abdominaux profonds vont s'étendre, ce qui va permettre un gonflement du ventre. Là aussi, j'aimerais mettre l'accent sur le fait qu'il ne faut pas excessivement sortir le ventre, malgré ce que l'on entend aujourd'hui, lors de l'inspiration. Le ventre qui sort va être une conséquence en fait de cette pression exercée par le diaphragme. Pensez plutôt à vraiment sentir votre diaphragme et à le baisser plutôt qu'à gonfler votre ventre. Le gonflement du ventre n'est qu'une conséquence. Donc lors de l'inspiration, on va tout d'abord penser au bas-ventre et faire baisser ce diaphragme. On doit sentir une pression vraiment dans les organes. Les muscles abdominaux, on n'a pas à y penser, ils vont se détendre, il ne faut juste pas vraiment les contracter. Et en fait, ce diaphragme, il va créer une dépression dans les poumons. Donc il va descendre et il va avoir une dépression dans les poumons qui va forcer l'air à rentrer. Donc voilà, dans un premier temps, on a le diaphragme qui descend. Les abdominaux qui vont s'étendre, on va ensuite remonter. Donc garder cet air et ce diaphragme baissé, et surtout pas le remonter et faire passer l'air là, non, on garde cet air dans le bas de nos poumons. Et on s'intéresse ensuite à la cage thoracique. Donc la cage thoracique, on va l'étendre le plus possible. Donc on va se gonfler en fait, on va gonfler nos côtes. Et là c'est vraiment un gros afflux d'oxygène qu'on va faire rentrer. Voilà, une fois que cette capacité est presque à son maximum, on ne va pas forcément bien sûr aller jusqu'au max à chaque fois, mais lorsque la cage est gonflée, on va garder cet air toujours dans le bas-ventre, toujours dans ses côtes, dans ses poumons, pour ensuite lever très subtilement, très brièvement les clavicules. Donc c'est une respiration superficielle qui vient terminer le processus de l'inspiration. Donc vous l'avez vu, vous l'avez compris, c'est quand même un acte qui nécessite plusieurs parties du corps et quelque chose d'assez actif.
Maintenant, on peut parler de l'expiration. Donc l'expiration, il y a plusieurs écoles. Moi, je vais vous parler de la manière dont j'ai appris à travers les livres de yoga. On va tout simplement garder le même ordre et le même tempo, si on peut dire, que durant l'inspiration. Donc là, on est gonflé de partout. Et ensuite, donc, on va passer à l'expiration. À l'expiration, on va lever le diaphragme, parce qu'il était baissé. Donc on va le lever et simultanément, on va resserrer ses abdominaux profonds. Donc ce n'est pas que les abdominaux de devant, mais vraiment comme une ceinture en fait qui va serrer notre taille. Et le diaphragme va remonter en même temps. Donc on le remonte, voilà, l'air va sortir donc du bas de nos poumons, qui est souvent une partie oubliée d'ailleurs et limite effacée des individus. Ensuite, une fois que cet air est chassé, le ventre est naturellement rentré. Là, pareil, on ne va pas penser à vraiment rentrer le ventre de manière excessive. C'est une conséquence, encore une fois. Une conséquence du diaphragme qui remonte et des abdominaux qui se serrent. Ensuite, on peut passer à la cage thoracique. La cage thoracique, cette fois, à la place d'être en expansion, on va la resserrer. Donc on va la resserrer et ensuite on va passer encore très brièvement aux clavicules qu'on va faire redescendre. Une inspiration et une expiration. Et on peut terminer l'expiration en revenant très brièvement au bas du ventre et à chasser donc peut-être 5% de l'air restant dans les poumons. Donc on finit par la clavicule et on termine encore par de nouveau le bas du ventre. Là c'est assez optionnel, mais vous pouvez penser à le faire. Voilà, donc on a vu maintenant en fait une respiration complète. Je pense que je peux le dire maintenant, oui. Je vous ai dit avant que donc une respiration contenait deux phases principales, à savoir l'inspiration et l'expiration. La respiration est en fait un processus qui commence non pas par l'inspiration, mais par l'expiration. Lorsqu'on compte une respiration complète, en yoga par exemple, on commence par l'expiration. Pourquoi ? Parce que c'est l'expiration qui va en fait dicter la qualité de l'inspiration. Une expiration mal faite, si on a encore de l'air dans les poumons et tout cela, l'inspiration ne va pas être de bonne qualité. Donc voilà, on commence toujours une respiration par l'expiration et c'est l'inspiration qui va ensuite venir. Si l'expiration est bien faite, l'inspiration va se faire de manière naturelle en fait. On va même pas trop avoir besoin d'y penser. C'est vraiment l'expiration qui est le processus le plus important. Vous l'aurez compris, il est question d'expansion lors de l'inspiration et de contraction lors de l'expiration. Ce sont vraiment en fait deux processus opposés. Et il peut être aussi intéressant de noter un point, c'est le fait que le diaphragme n'est pas relié en fait au même nerf moteur que les autres muscles respiratoires. Les autres muscles respiratoires, pour la plupart, sont reliés aux nerfs intercostaux, alors que le diaphragme, lui, est relié aux nerfs phréniques. Donc c'est vraiment, en fait, ça en fait qu'il y a un muscle vraiment à part. C'est quelque chose vraiment d'à part. Et voilà, je pensais que c'était juste intéressant de noter ce fait qu'il n'est pas relié en fait à la même commande dans le cerveau. Nous pouvons maintenant parler du tempo, car il a aussi une grande importance. Alors tout d'abord, on peut dire que, comme je l'ai déjà évoqué, qu'en temps normal, si on veut être en état de repos, qui est un état normal en fait, l'état d'activité doit être plus bref et épisodique qu'un état de repos. L'anabolisme doit être plus long que le catabolisme, sinon on se détruit en fait. Voilà pourquoi l'expiration en principe doit être plus longue, voire 2 fois plus longue que l'inspiration. Au début, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, comme le fait de respirer, comme on l'a vu d'ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas très naturel au début, mais lorsqu'on s'y fait, ça devient plutôt logique et naturel. Donc pensez déjà à cela. En temps normal, l'expiration doit être supérieure à l'inspiration. Ensuite, on peut parler du tempo dans les différentes phases que nous avons vues.
La phase diaphragmatique et abdominale plus généralement va relever d'environ 2 tiers du temps total de l'inspiration. Donc je m'explique, pour une inspiration par exemple qui va durer 6 secondes, donc j'ai consacré durant ces 6 secondes 4 secondes à la respiration abdominale. On a ensuite environ 2 secondes qui sont consacrées à la respiration thoracique et même pas une seconde qui va être consacrée à la respiration claviculaire. Donc voilà, retenez vraiment que la respiration abdominale est la principale. Le diaphragme est vraiment le muscle auquel il faut porter le plus de son attention. Mais n'oubliez pas les autres quand même. Et on peut aussi préciser. Et donc voilà, pour l'inspiration et l'expiration, on a le même tempo. C'est-à-dire que si mon expiration va durer 10 secondes, 2 tiers du temps va être consacré vraiment à ce temps de la phase diaphragmatique, abdominale. 1 tiers du temps va être plus consacré à resserrer les côtes et même pas une seconde va être consacrée à faire baisser les clavicules. On peut noter quand même que par exemple une respiration sportive, donc en effort, va être plus une respiration bien sûr thoracique. Les sportifs d'ailleurs n'ont eux aucun mal à recruter leur côte pour avoir une respiration vraiment puissante. On peut dire que la respiration abdominale va être plus ample et profonde, alors que la respiration thoracique va être plus puissante et rapide. Donc voilà pour le tempo. Nous avons maintenant vu ce qu'est une respiration complète, nous avons vu la respiration nasale. Nous pouvons maintenant parler du fait de conscientiser sa respiration. Alors conscientiser sa respiration, ça va être quelque chose qui va être assez naturel en fait, surtout au début, parce que comme on l'a vu, c'est quelque chose qui a besoin de demander de l'effort en fait, qui a besoin de demander un effort conscient. Alors naturellement, on va apporter sa conscience lors de la respiration. Mais sachez que même que lorsque vous aurez maîtrisé, adopté cette façon de respirer, vous allez l'oublier au cours de la journée, c'est sûr. Voilà pourquoi je voulais parler de conscientiser sa respiration. Je pense qu'il est vraiment important d'y penser autant que l'on peut. Lorsque l'on mange, lorsque l'on parle, lorsqu'on est devant un écran, devant un ordinateur, lorsque l'on travaille, lorsqu'on est les transports en commun, lorsque l'on marche, lorsqu'on est en voiture. Ça ne coûte rien en fait de vraiment se reprogrammer en fait, repenser à sa respiration jusqu'à ce que cette dernière va être naturelle. Moi personnellement, ça fait des années que je conscientise ma respiration et il m'arrive souvent au cours de la journée de remarquer que j'ai oublié de conscientiser ma respiration, que je respire vraiment très superficiellement, que je n'engage pas tous mes muscles respiratoires. Donc ce que je fais, c'est que dès que j'y pense, je prends 3 à 5 respirations seulement pour les faire de manière consciente et de reprogrammer ma respiration, d'agir sur mon système autonome afin qu'il continue de respirer de manière correcte. La première partie de cette vidéo a été consacrée à nous montrer donc vraiment l'importance, le pourquoi de bien respirer. Nous avons vu dans la seconde partie la technique, le fait de vraiment le comment bien respirer. Cette troisième partie, quant à elle, va être consacrée donc, à aller un peu plus loin et avoir une approche un peu plus subtile de la respiration. Donc tout d'abord, si vous voulez aller un peu plus loin, donc tout seul, il y a énormément de ressources disponibles pour vous. Par exemple, vous pouvez explorer les arts martiaux. Donc les arts martiaux traditionnels offrent vraiment un gros éventail de techniques et même si on n'en parle pas vraiment lorsque l'on pratique, si on est un pratiquant régulier et sérieux, naturellement on va venir à avoir un contrôle de sa respiration. On va prendre conscience que
que la respiration, c'est un outil dont il faut user si on veut être puissant, si on veut être rythmé, si on veut être présent aussi. Donc voilà. On peut aussi parler du yoga. Donc le yoga, toujours avec le pranayama, qui est cette branche du yoga consacrée uniquement à la respiration. C'est vraiment il y a des encyclopédies, des livres entiers à ce sujet. Donc moi j'en ai lu un qui m'a beaucoup servi et qui me sert encore aujourd'hui. Pour les arts martiaux européens, ou un peu plus européens, on peut parler du systema, qui est l'art martial traditionnel russe. Là, on a énormément aussi de ressources sur la respiration, le pourquoi, le comment, énormément d'exercices de respiration à pratiquer. Et c'est vraiment quelque chose de plutôt intéressant, oui. Aujourd'hui, les noms donc, un peu plus populaires qui sortent sont Patrick McKeown avec son livre The Oxygen Advantage. On a Wim Hof qu'on a déjà parlé, Maurice Debar qui est également un pratiquant, un pratiquant du yoga Tumo, yoga réalisé par les Tibétains, il me semble. On a aussi Bouteiko et encore des autres dont j'oublie, dont j'oublie le nom. Donc pour aller un peu plus loin, on peut parler donc vraiment on peut revenir à cette situation de stress et vraiment l'utilité que peut avoir la respiration dans la vie de tous les jours. Nous l'avons vu, une situation stressante va nous accélérer notre rythme cardiaque, on va avoir une grosse sécrétion d'adrénaline, on va avoir les mains moites, la respiration coupée et très superficielle, un afflux de sang dans les muscles squelettiques et pas dans les organes par exemple. En bref, une situation d'action. Le corps va se mettre en action, en éveil. Il faut courir, il faut combattre ou fuir. Voilà où la respiration devient super importante. Nous l'avons déjà dit, je l'ai déjà dit en fait, mais là je vais approfondir un petit peu. Une situation stressante, notre corps ne fait pas la différence entre quelque chose qui est mortel, quelque chose qui va être une situation où notre vie va être en jeu, contre une situation plutôt banale en fait. Notre corps ne va pas faire la différence. Et la respiration, là, va vraiment être très utile pour pouvoir... Donc nous avons notre conscience, nous savons si une situation menace notre vie ou si une situation va être au contraire plutôt banale et sans importance. Mais des fois, on stresse quand même comme des malades sur cette situation, et alors qu'on sait qu'elle n'a pas vraiment d'importance. Donc par la conscience, on va prendre le contrôle de notre respiration pour pouvoir, comme nous l'avons vu, prendre le contrôle de notre système nerveux autonome et pouvoir s'adapter et gérer cette situation de manière efficace et correcte et surtout adaptée à la situation. Alors, ce que l'on va faire dans une situation stressante, c'est penser à respirer tout d'abord par le ventre. Une situation stressante, vous le remarquerez la prochaine fois, le ventre est coupé. On a les jambes et le ventre qui sont coupés. On a vraiment donc une respiration superficielle, peut-être thoracique, mais en plus si on est assis et tout ça, sinon on est dans un bureau, on va avoir une situation très superficielle qui va être même coupée des fois, on va se trouver en apnée. Donc la première chose que je vous invite à faire, c'est de penser à vos pieds, pour reprendre cette conscience de vos jambes, et pensez à votre bas-ventre. Détendez votre bas-ventre et pensez à votre diaphragme. Poussez-le vraiment lors de l'inspiration, détendez vos muscles. Remontez-le consciemment lors de l'expiration, mais ne contractez pas trop. Pensez vraiment à être détendu. Et respirez en particulier par le ventre. Pratiquez une respiration diaphragmatique et abdominale. Et vous verrez qu'en fait, prenez aussi des inspirations donc, lentes, amples, profondes. Et vous verrez que assez rapidement, vous allez revenir à un état de calme en fait. Et puis vous allez avoir l'esprit clair et tout ça, vous allez arrêter d'avoir le cœur qui bat la chamade, et vous allez vous sentir mieux, tout simplement. Vous allez retourner à un état de paix, de détente.
Au contraire, on peut maintenant parler donc, du fait donc l'autre aspect de cet état de parasympathique sympathique, on va parler du mode sympathique. Alors, parfois, on a besoin d'être en mode éveil, en mode fuite ou combat. Par exemple, lorsque l'on veut performer, lorsqu'on a une grosse performance sportive à réaliser, on veut être à fond. On veut un maximum d'adrénaline, on veut un maximum d'afflux sanguin, on veut un maximum d'oxygène dans notre sang et dans nos muscles. À ce moment, on peut aussi utiliser notre conscience pour influer sur la respiration et donc influer sur notre physiologie et notre système nerveux autonome. Alors là, à la place d'avoir des respirations amples et seulement par le ventre, on va avoir des respirations plus courtes. On va avoir et surtout des expirations plus courtes, des inspirations plus longues cette fois que l'expiration. Je pense par exemple au souffle du feu, donc qui porte vraiment bien son nom, qui est une pratique, un exercice de respiration qui fait partie du pranayama. Et le systéma aussi propose aussi énormément de respirations de ce type qui permettent de sécréter de l'adrénaline et de se mettre de se familiariser en fait avec un état de stress, de se familiariser avec l'adrénaline. Parce qu'en fin de compte, lorsqu'on a énormément d'adrénaline dans le corps, on fait n'importe quoi. On a des mouvements qui sont vraiment coupés, qui sont très courts, qui ne sont pas développés, pas fluides. Lorsqu'on pratique les arts martiaux, on a vraiment conscience de cela. On sait que lorsqu'on pratique de façon détendue, qu'on sait qu'il n'y a pas de danger, ça n'a rien à voir avec une situation, par exemple, on se fait agresser dans la rue. Lorsqu'on se fait agresser, c'est quelque chose que l'on ne connaît pas, donc on a un maximum d'adrénaline. Et puis là, on va avoir des gestes vraiment très saccadés. Voilà pourquoi en self-défense, par exemple, on utilise des mouvements très simples. Parce qu'on sait qu'on n'arrivera pas à reproduire des mouvements complexes dans une situation de vie ou de mort. Donc voilà pour les exercices de respiration. Donc, je les ai très brièvement bien sûr évoqués. Je ferai des vidéos à ce sujet qui seront exclusivement consacrées à un ou plusieurs exercices de respiration. On verra le pourquoi, le comment et comment pratiquer. Les exercices de respiration, c'est quelque chose de très intéressant, très important. Quelque chose qui devrait être pratiqué donc assez régulièrement par tout le monde. Mais moi, personnellement, je pense qu'avant de pratiquer des exercices de respiration, il est important de maîtriser une bonne respiration tout le temps en fait. Il faut d'abord maîtriser la base, comme toujours. Plutôt que, par exemple, de faire un exercice de respiration un jour sur deux et de mal respirer toute la journée, tout le restant du temps, moi je pense qu'il est préférable de bien respirer tout le temps et limite au début en tout cas de ne pas faire d'exercice de respiration, mais vraiment, encore une fois, de maîtriser les bases. Donc, pour ça, pas de problème, nous avons vu comment bien respirer. Ce que je pourrais vous conseiller, c'est d'avoir ce que j'appelle des moments rituels pour bien respirer. Ça va être des petits moments que l'on va choisir dans la journée où on va se poser et vraiment respirer de façon complète, ample, profonde, nasale et consciente. Par exemple, lorsque l'on va se lever, on peut prendre, une fois qu'on a émergé, on est allé aux toilettes peut-être, on a bu notre verre d'eau, on peut se prendre une minute ou même 3 à 5 respirations pour bien respirer. Ça va donner le ton pour la journée. On peut utiliser des affirmations positives aussi durant ces respirations par exemple. Un autre moment à privilégier, ça va être avant un repas. Par exemple, 30 minutes avant un repas, posez-vous, ça prend vraiment 30 secondes à 1 minute. Vous buvez un petit verre d'eau et vous respirez 3 à 5 fois. Donc de façon complète, ample, nasale, conscientisée. Et vous verrez qu'en plus de tous les bénéfices qu'on a vus jusque-là, ça va lancer la digestion et vous allez mieux digérer votre repas. Que des avantages en fait.
Aussi avant de vous coucher, vous pouvez pratiquer les respirations. Par exemple au travail, vous prenez, ça prend, je vous dis 30 secondes à 1 minute, c'est rien. Toutes les 2 heures, vous respirez et en même temps vous pouvez faire votre... donc vous étirez, prendre conscience de votre corps comme on a parlé dans ma seconde vidéo sur la grâce naturelle, que je vous invite à visionner d'ailleurs si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc voilà, l'idée c'est de prendre plusieurs moments, peut-être juste 3 moments dans la journée, 3 fois 1 minute, vous l'avez vu, c'est rien du tout dans la journée. Et ça va vous permettre de prendre conscience de cette respiration, de vous améliorer, et donc d'en faire petit à petit quelque chose d'inconscient en fait au final. Même si comme on l'a vu, il faut toujours y revenir. On peut aussi parler maintenant de la qualité de l'air inspiré. Donc voilà, on le sait tous, la qualité de l'air en ville par exemple, avec les gaz d'échappement et tout, est nocive, elle est beaucoup moins bonne qu'en campagne, à l'air pur. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je vais vous parler d'autre chose que vous ignorez certainement, ou dont vous n'avez peut-être pas entendu beaucoup parler, ce sont les ions négatifs. Donc les ions négatifs, qu'est-ce que c'est? On le sait maintenant aujourd'hui que l'air, donc l'atmosphère, l'air qui nous entoure est chargé électriquement. Et on sait aujourd'hui aussi que nos corps, en tant qu'individus, sont aussi chargés électriquement. Et donc déjà à partir de là, c'est assez bluffant, mais on peut parler de métabolisme électrique. Donc ce métabolisme électrique va être en relation avec l'air qui nous environne. Cet air qui nous environne, il ne va pas être égal partout. Et c'est là qu'on va parler des ions. Donc un ion, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un atome qui est chargé électriquement. Il a perdu ou gagné un électron, un ou plusieurs électrons. Il est donc chargé électriquement et il va pouvoir influer en fait sur notre corps. Donc vu que nous avons une peau qui est plutôt isolante, si on marche pieds nus d'abord, ça va être une première façon de se mettre à la terre et d'avoir cette électricité corporelle qui va circuler, mais la respiration va également permettre d'apporter des ions dans notre corps, donc des substances électriques. Alors pour revenir aux ions négatifs et positifs, un ion négatif, c'est en fait ce qu'on va rechercher. C'est un ion plus petit, donc qui est vraiment extrait d'un atome. Donc dans l'air, ça va souvent être un atome d'oxygène ou d'azote. Et ces petits ions positifs, on peut les comparer à en fait des minuscules mais purs échantillons d'énergie d'électricité en fait. Et lorsqu'ils vont entrer dans notre corps, ils vont apporter vitalité, santé, bonne humeur, équilibre en fait. Ils vont nous charger électriquement. Et au contraire, lorsqu'on parle d'ions positifs, ça va être des ions un peu plus gros qui vont être des pièges à petits ions. Et ils vont donc rendre l'air en fait mort, si on veut. Voilà, je ne vais pas plus m'attarder là-dessus. Et honnêtement, c'est pas un sujet que je maîtrise sur le bout des doigts, mais c'est quelque chose qui... c'est une approche différente en fait, et super intéressante, je le trouve. Donc voilà, nous on va chercher des ions négatifs. Les ions négatifs, où ils vont se trouver? Ils vont se trouver dans les lieux que l'on qualifie en fait de spirituels, à savoir les forêts, en particulier les forêts de pins, les lieux en altitude, en montagne, les lieux qui sont plutôt ensoleillés, les bords de mer par exemple, les cascades aussi. Et tout cela en fait, bah oui, on dit que c'est souvent des lieux spirituels. Et peut-être que c'est justement ça la cause en fait. Ce sont des lieux qui sont différents parce qu'ils sont chargés en énergie, ils sont chargés en ions positifs. Et au contraire, les ions positifs, donc ceux à éviter, on va les retrouver plus en ville. On va les retrouver lorsqu'il y a de la fumée, lorsqu'il y a des gaz d'échappement, lorsqu'il y a de la poussière. La clim aussi. La clim, c'est quelque chose à fuir. Moi, j'essaye de l'éviter au maximum, et ouais, presque même tout le temps. Pourquoi? Depuis que je sais ça, en fait. Je sais que la clim apporte un air mort. Donc je me dis que c'est pas intéressant, je préfère
transpirer, avoir chaud que respirer un air mort. Donc voilà, je ferme cette parenthèse. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que je maîtrise pas trop, mais dont j'ai entendu parler, j'ai fait plusieurs recherches et je trouve que c'est une vision intéressante. Et justement, lorsque l'on parle de chi ou de prana, eh ben, certaines théories associent justement cette énergie subtile, cette énergie vitale, qui est d'ailleurs totalement dénigrée par la science occidentale et la médecine conventionnelle. Donc certaines théories admettent que les ions positifs seraient ou renfermeraient le chi ou le prana. Voilà, c'est encore une fois une approche que je trouvais intéressante et que je voulais vous partager. Pour terminer sur ces conseils, ces approches un peu plus subtiles, sur cette troisième partie, j'aimerais parler des huiles essentielles. Là, pareil, je vais uniquement les évoquer, car c'est un long sujet qui mériterait plusieurs vidéos même à leur sujet. Les huiles essentielles, elles renferment justement, certaines sont chargées en ions négatifs, comme nous l'avons vu, donc elles vont dynamiser le corps, nous apporter vitalité. Mais les plantes possèdent de toute façon énormément de propriétés et de propriétés intéressantes. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est d'avoir cette approche de l'odeur. Comme nous l'avons vu, l'odeur va nous apporter des informations sur la qualité de l'air inspiré. Il faut aussi savoir que le nerf olfactif est directement relié au cerveau et au cerveau limbique. Le cerveau limbique, ça va être le siège des émotions, mais aussi de la mémoire. Voilà pourquoi une certaine odeur nous rappelle souvent, est souvent associée à une forte émotion et à un souvenir. C'est parce qu'en fait, dans le cerveau, cela est logé au même endroit, dans le cerveau limbique. Donc, voilà, je trouvais aussi intéressant d'avoir cette vision qu'une naissance en fait d'une plante puisse modifier notre état de conscience. Mais voilà, c'est un vaste sujet que je développerai dans plusieurs autres vidéos. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Nous y avons vu l'importance et la manière de bien respirer. Enfin, nous avons vu dans la dernière partie une approche un peu plus subtile qui nous a permis d'appréhender la respiration sous un autre angle. N'oubliez pas que la respiration, c'est un des piliers de la santé. C'est un outil extrêmement important et même un super pouvoir comme j'aime le qualifier. La respiration, c'est quelque chose qui est gratuit et que l'on peut faire de façon correcte des milliers de fois par jour. Alors respirez, n'attendez plus et pratiquez et respirez vraiment de manière consciente et profonde et tout cela comme on l'a vu. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, si elle vous a intéressé ou vous pensez qu'elle pourrait intéresser des personnes de votre entourage, n'hésitez pas s'il vous plaît à aimer, partager, commenter et à vous abonner à ma chaîne. Cela me montrera votre soutien et votre intérêt. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo sortira tous les 15 jours sur cette chaîne. Une vidéo comme celle-là, donc explicative et tout ça. Et j'ai aussi pour projet de faire plusieurs petites vidéos, donc plus pratiques, comme justement des exercices de respiration, comme nous en avons parlé. Merci encore pour votre visionnage. Je vous dis à la prochaine et force et vitalité!